On parle souvent de l'éloignement comme d'un échec relationnel, comme si prendre de la distance signifiait forcément abandonner, renoncer ou fermer son cœur. Pourtant, avec le temps, on comprend que s'éloigner peut être un acte de clarté intérieure, presque une nécessité pour se préserver. Il arrive un moment où continuer à s'accrocher ne nourrit plus le lien, mais épuise silencieusement celui qui insiste, et ce glissement est subtil, parce qu'il ne se fait pas dans le conflit, mais dans le déséquilibre. Quand une relation devient un effort constant, quand l'attention doit être demandée, rappelée, négociée, quelque chose se déplace à l'intérieur de soi, on ne partage plus, on attend. On n'avance plus ensemble, on espère, et cette attente prolongée finit par fragiliser l'estime personnelle, non pas parce que l'autre aurait plus de valeur, mais parce que l'on commence à placer son propre bien. Être entre les mains de quelqu'un qui ne l'accueille pas pleinement dans une relation équilibrée, la présence n'a pas besoin d'être méritée. Elle se manifeste d'elle-même dans les gestes simples, dans la régularité, dans cette manière naturelle d'être là sans calcul. Lorsque cela disparaît, lorsque les mots perdent leur cohérence avec les actes, beaucoup cherchent des explications rassurantes. On invoque le manque de temps, la fatigue, les circonstances, et sans s'en rendre compte, on commence à justifier ce qui, au fond, fait déjà mal. Ce mécanisme est humain. Le mental cherche à protéger l'attachement, même lorsque celui-ci devient source de tension, mais à force de tolérer l'absence, on normalise un lien où l'on donne plus que l'on ne reçoit. Et c'est précisément là que s'éloigner devient un acte de respect envers soi-même, non pas pour provoquer une réaction chez l'autre, mais pour cesser de se trahir intérieurement. S'éloigner, dans ce sens, n'est pas une fuite. C'est une pause consciente. Une manière de reprendre contact avec sa propre valeur, avec ses besoins réels, avec cette paix intérieure qui s'efface quand toute l'énergie est dirigée vers quelqu'un qui ne marche pas dans la même direction. Il ne s'agit pas de couper brutalement, mais de reconnaître honnêtement que l'équilibre n'est plus là, et cette reconnaissance change tout parce qu'elle remet chacun à sa juste place. Elle rappelle que l'amour véritable ne demande pas de poursuite, mais de réciprocité, que le lien authentique ne naît pas de l'effort unilatéral, mais d'un mouvement partagé, et que, parfois, le plus grand acte de maturité émotionnelle consiste simplement à arrêter de courir et à s'écouter enfin. L'une des difficultés majeures lorsqu'on s'attache à quelqu'un, c'est la tendance à confondre patience et auto-illusion. On se persuade que l'autre a simplement besoin de temps, que les circonstances finiront par s'arranger, que l'absence n'est que passagère, et ce raisonnement apaise momentanément, mais il a un coût silencieux. Plus on explique le manque d'engagement de l'autre, plus on s'éloigne de ce que l'on ressent réellement. Et ce décalage intérieur crée une tension sourde, presque invisible, qui s'installe durablement. Lorsque l'intérêt est sincère, il n'a pas besoin d'être interprété, il se manifeste, il se reconnaît dans la constance, dans la manière dont l'autre trouve un espace, même réduit, pour rester présent. Il ne s'agit pas de quantité de temps, mais de priorité. Quelqu'un qui tient réellement à un lien peut manquer d'heures, mais pas de cohérence. Il fera sentir son implication par des gestes simples, parfois discrets, mais réguliers. À l'inverse, lorsque les actes deviennent rares et imprévisibles, les mots finissent par perdre leur valeur. Beaucoup de personnes s'accrochent à des signes minimes, un message occasionnel, une attention sporadique, une promesse vague suffisent à maintenir l'espoir. Pourtant, ces fragments ne construisent pas un lien solide. Ils entretiennent surtout l'attente. Et vivre dans l'attente érode lentement la sécurité intérieure. On commence à mesurer sa valeur à la fréquence des réponses, à l'intensité des gestes de l'autre, comme si l'amour devait être mérité par l'effort ou la persévérance. Comprendre cela est douloureux, parce que cela oblige à reconnaître une vérité simple. On ne peut pas forcer quelqu'un à s'impliquer.
On peut expliquer, patienter, s'adapter, mais l'élan authentique ne se fabrique pas lorsqu'il n'est pas là. Continuer à insister revient à investir son énergie dans un espace qui ne répond pas. Et cette énergie détournée de soi finit par créer un sentiment de vide et de frustration. C'est ici que la distance prend un sens différent. Elle n'est plus une réaction émotionnelle, mais un ajustement intérieur. S'éloigner permet de voir plus clairement ce qui était masqué par l'espoir. Sans le bruit de l'insistance, le comportement de l'autre apparaît tel qu'il est, sans interprétation. Cette clarté peut faire mal, mais elle libère, elle met fin à l'ambiguïté et redonne une forme de stabilité intérieure. Prendre de la distance, ce n'est donc pas renoncer à l'amour, c'est refuser de le vivre dans le déséquilibre. C'est reconnaître que la relation véritable ne demande pas de courir après l'attention, mais de la recevoir naturellement. Et cette prise de conscience marque souvent un tournant parce que elle replace la dignité personnelle au centre du lien, là où elle n'aurait jamais dû disparaître. Il y a un moment clé dans toute relation déséquilibrée, celui où l'on commence à se rendre compte que l'on confond attachement et effort excessif. On croit aimer davantage parce qu'on donne plus, parce qu'on insiste, parce que l'on reste quand l'autre hésite, mais en réalité, cet excès d'investissement ne renforce pas le lien, il le fragilise. Plus l'on cherche à maintenir la connexion seul, plus on s'éloigne de l'essence même d'une relation vivante qui repose sur un mouvement partagé. L'esprit humain a une capacité remarquable à justifier ce qui fait mal. Lorsque les réponses tardent, on se dit que l'autre est occupé. Lorsque les rendez-vous sont annulés, on invoque la fatigue ou les imprévus. Ces explications semblent raisonnables, mais à force de s'y accrocher, on finit par nier une réalité plus simple. Lorsqu'une personne tient réellement à un lien, elle ne disparaît pas sans explication durable, elle ne laisse pas l'autre dans une incertitude prolongée. Même dans le chaos, l'intérêt trouve une manière de se montrer. Ce qui blesse le plus, c'est pas le manque d'attention en soi, mais le sentiment de ne pas compter suffisamment pour que l'autre fasse un pas vers nous. Cette prise de conscience est souvent accompagnée d'une peur profonde, celle de perdre la relation si l'on cesse d'insister. Alors on continue, non par choix, mais par crainte du vide, et c'est précisément là que l'on commence à se perdre, en mettant son équilibre émotionnel en suspens dans l'espoir que l'autre change. S'éloigner permet de sortir de ce piège. Non pas pour tester ou provoquer une réaction, mais pour se reconnecter à ce que l'on ressent vraiment. Quand on cesse de courir, on récupère une forme de silence intérieur. Ce silence révèle beaucoup, il montre à quel point l'on s'était adapté, parfois au détriment de ses propres limites. Il met aussi en lumière la place réelle que l'on occupait dans la vie de l'autre, sans les filtres de l'attente et de l'espoir. Il est important de comprendre que reconnaître le manque d'engagement n'est pas un jugement moral. Il ne s'agit pas de désigner un coupable. Et certaines personnes ne sont tout simplement pas disponibles émotionnellement au même moment ou au même degré. Accepter cela, aussi injuste que cela puisse sembler, est une étape de maturité. Cela évite de transformer une incompatibilité en blessure personnelle. En prenant de la distance, on cesse de demander des preuves, on arrête de mesurer, d'analyser, de décoder chaque geste, on se rend à soi-même une liberté essentielle, celle de ne plus dépendre du regard ou de l'attention de quelqu'un pour se sentir légitime. Et cette liberté, bien que parfois douloureuse au début, devient progressivement un espace de respiration où l'on peut enfin se retrouver sans tension ni attente permanente. Ce qui transforme réellement l'éloignement, c'est le moment où l'on cesse de le vivre comme une perte et où l'on commence à le comprendre comme un rééquilibrage intérieur. Au départ, la distance crée un vide. Ce vide fait peur
parce qu'il rompt une habitude, une projection, parfois même une identité construite autour du lien, mais ce vide n'est pas un manque en soi. Il est surtout l'espace qui se libère lorsque l'on ne met plus toute son énergie à maintenir quelque chose qui ne tient plus par lui-même. Beaucoup pensent que s'éloigner signifie ne plus ressentir. En réalité, on ne cesse pas de sentir, on cesse de s'user. L'attachement persiste un temps, mais il n'est plus nourri par l'espoir irréaliste que l'autre devienne différent. On commence à regarder la relation pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle pourrait être. Cette lucidité est inconfortable, mais elle est aussi profondément apaisante, parce qu'elle met fin à la confusion. Il y a une dignité particulière dans cette forme d'éloignement. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, elle se manifeste par des choix simples et concrets. On réduit les échanges qui rouvrent des blessures, on cesse de surveiller, de vérifier, d'attendre des signes, on accepte que l'absence de l'autre n'est pas un message codé à déchiffrer, mais une information claire à entendre. Ce changement intérieur redonne une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Souvent, la plus grande difficulté n'est pas de lâcher l'autre, mais de lâcher l'histoire que l'on avait construite. On ne renonce pas seulement à une personne, on renonce à une projection, à une promesse implicite, à une version de l'avenir que l'on avait imaginée. Ce deuil est réel, il mérite d'être reconnu, mais rester attaché à une image qui ne correspond plus à la réalité prolonge la souffrance bien plus que l'acceptation. À mesure que l'on avance dans ce processus, quelque chose se transforme. L'énergie auparavant bloquée dans l'attente se remet à circuler, l'attention revient vers sa propre vie, ses envies, ses priorités. On redécouvre une stabilité qui ne dépend pas de la présence ou de l'humeur de quelqu'un d'autre. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence, c'est une base intérieure plus solide, moins vulnérable aux variations extérieures. Prendre de la distance dans ce sens devient un acte de responsabilité émotionnelle. C'est reconnaître que l'on ne peut pas construire un lien sain sur l'incertitude permanente. C'est aussi se rappeler que l'amour véritable ne demande pas de sacrifices silencieux répétés, mais une réciprocité simple et respectueuse. Lorsque cette réciprocité n'est plus là, s'éloigner permet de préserver ce qui compte le plus, l'intégrité intérieure. L'un des effets les plus libérateurs de l'éloignement conscient est le changement de regard qu'il provoque sur soi-même. Lorsque l'on cesse de chercher à être choisi à tout prix, on commence à se choisir. Ce basculement est discret mais profond. Il ne s'agit plus de savoir si l'autre va rester, appeler ou revenir, mais de se demander si la relation telle qu'elle existe respecte réellement ce que l'on est et ce dont on a besoin pour se sentir en paix. Beaucoup de souffrances relationnelles naissent de la confusion entre amour et dépendance affective. Aimer, ce n'est pas s'effacer pour maintenir un lien. Aimer, c'est pas accepter une place secondaire en espérant qu'elle devienne centrale un jour. Lorsqu'on reste dans cette attente, on finit par négocier ses limites, par tolérer l'inconfort, par minimiser ce qui blesse. Et à long terme, cette adaptation permanente fragilise l'estime de soi bien plus que la rupture elle-même. Prendre de la distance permet de rétablir ses limites sans agressivité. Il ne s'agit pas de dresser des murs, mais de redessiner un cadre où la relation ne repose plus sur l'incertitude, la peur de perdre ou la nécessité de convaincre. Ce cadre intérieur protège parce qu'il rappelle que la valeur personnelle ne dépend ni de l'attention reçue ni de la reconnaissance extérieure. Elle existe indépendamment du regard de l'autre. Ce repositionnement intérieur a souvent un effet paradoxal. En cessant d'insister, on devient plus lisible, plus stable, plus aligné, non pas pour séduire ou provoquer une réaction, mais parce que l'on cesse d'agir depuis le manque. Cette stabilité émotionnelle crée une présence différente, une présence calme
qui n'attend pas, qui n'exige pas, mais qui choisit. Et ce choix change radicalement la qualité des relations que l'on attire ou que l'on maintient. Il devient alors plus facile de distinguer les liens nourrissants de ceux qui épuisent. On reconnaît rapidement ceux qui apportent de la clarté et ceux qui génèrent de la confusion. On comprend que certaines relations ne sont pas mauvaises en soi, mais simplement incompatibles avec la personne que l'on devient. Accepter cela évite de transformer une fin naturelle en combat intérieur interminable. S'éloigner dans cette perspective n'est pas une fermeture aux liens, mais une ouverture à des relations plus justes, des relations où l'on n'a pas besoin de se justifier pour exister, où la présence est choisie et non tolérée, où l'on peut être soi sans se réduire. Et plus cette posture intérieure s'installe, plus l'on comprend que la véritable sécurité émotionnelle ne vient pas de l'attachement à quelqu'un, mais de la fidélité à soi-même. À mesure que cette fidélité à soi-même s'installe, la manière de vivre les relations change profondément. On cesse d'entrer dans les liens avec la peur de perdre, et cette peur, souvent invisible, était pourtant à l'origine de nombreuses concessions silencieuses. Lorsqu'on agit par crainte, on accepte trop, on questionne trop, on attend trop. En revanche, quand la relation repose sur un choix et non sur une nécessité, elle devient plus simple, plus fluide, plus respirable. Beaucoup de personnes pensent que pour préserver un lien, il faut le surveiller, le contrôler, l'alimenter en permanence. Et en réalité, cette vigilance excessive crée une tension constante. Elle transforme la relation en espace d'épreuve où chaque silence est interprété, chaque distance vécue comme une menace. L'éloignement conscient met fin à cette surveillance intérieure. Il rétablit une forme de confiance, non pas aveugle, mais sereine, fondée sur l'acceptation de ce qui est, plutôt que sur la tentative de maîtriser ce qui échappe. Faire confiance ne signifie pas ignorer les signaux. Cela signifie ne pas s'épuiser à chercher des garanties impossibles. Aucune relation humaine ne peut offrir une certitude absolue de durée ou de fidélité. Vouloir éliminer ce risque revient à se priver de la profondeur du lien. Accepter cette incertitude permet de rester ouvert, sans pour autant se renier. On apprend à être présent sans s'accrocher, à aimer sans se dissoudre. L'éloignement aide aussi à clarifier une confusion fréquente entre persévérance et acharnement. Persévérer, c'est traverser ensemble des difficultés lorsque le désir est partagé. S'acharner, c'est continuer seul face à un mur d'indifférence. Cette distinction est essentielle. Elle permet de reconnaître quand un obstacle mérite d'être affronté à deux et quand il est plus juste de se retirer pour préserver son équilibre. Cette lucidité évite de transformer l'amour en lutte permanente. En prenant de la distance, on s'offre la possibilité d'observer sans intervenir. Sans pousser, sans relancer, sans expliquer. Ce retrait révèle souvent la vérité du lien. Certains se rapprochent naturellement, d'autres s'éloignent définitivement. Dans les deux cas, le message est clair, il n'y a plus d'ambiguïté à interpréter, et cette clarté, même lorsqu'elle confirme une fin, apaise plus qu'elle ne blesse. Parce qu'elle met fin à l'attente, progressivement, cette posture redonne un sentiment de maîtrise intérieure. Non pas le contrôle de l'autre, mais la capacité de rester aligné face à ce qui se présente. On comprend alors que la vraie force émotionnelle ne consiste pas à retenir, mais à savoir ouvrir la main au bon moment. Ce geste, loin d'être une faiblesse, est une preuve de maturité. Il montre que l'on se respecte suffisamment pour ne pas rester là où l'on n'est pas pleinement accueilli. Avec le temps, on découvre que permettre à une relation de se révéler sans la forcer est l'un des gestes les plus puissants que l'on puisse poser. Lorsque l'on cesse d'être disponible à tout prix, sans condition, sans discernement, quelque chose change dans la dynamique. Ce n'est pas un retrait stratégique, ni une posture défensive, mais une forme de sélection naturelle. On n'offre plus sa présence par peur du vide, mais par désir sincère de partager. Ce changement intérieur modifie profondément la manière dont les autres interagissent avec nous
Certaines personnes habituées à une disponibilité constante se détachent lorsque cette facilité disparaît. D'autres, au contraire, se montrent plus présentes, plus engagées, parce qu'elles perçoivent une stabilité nouvelle. Dans les deux cas, le processus est révélateur. Il met en lumière ce qui relevait d'un attachement de confort et ce qui relevait d'un lien authentique. L'éloignement conscient permet aussi d'observer sans projeter, sans chercher à interpréter chaque geste, chaque silence, chaque variation de comportement. Cette observation calme est souvent inconfortable car elle confronte à des vérités que l'on préférait parfois éviter, mais elle a une vertu essentielle, elle redonne du pouvoir, non pas un pouvoir sur l'autre, mais sur sa propre manière de réagir, de s'engager et de se respecter. Beaucoup de personnes réalisent alors à quel point elles avaient l'habitude de prouver leur valeur à travers leurs relations. Être choisi devenait une confirmation de leur importance. S'éloigner rompt ce mécanisme. On cesse d'attendre que l'autre valide ce que l'on est. On comprend que la valeur personnelle ne se négocie pas, ne se démontre pas, elle se vit. Cette compréhension transforme la relation à soi, mais aussi la qualité des liens que l'on accepte progressivement. Une forme de calme s'installe. Un calme qui ne dépend plus des messages reçus, des promesses faites ou des projets évoqués. Ce calme intérieur permet de rester ouvert à la relation sans s'y perdre. Il devient possible d'aimer sans s'accrocher, de s'investir sans se sacrifier. Cette posture attire naturellement des liens plus équilibrés, parce qu'elle repose sur une base saine. Il est important de souligner que cette démarche n'a rien de passif. Permettre que l'on nous trouve n'est pas attendre immobile. C'est avancer dans sa propre vie, nourrir ses projets, ses relations, ses espaces de joie. C'est créer une existence suffisamment riche pour que l'autre soit un ajout et non un pilier fragile sur lequel tout repose. Dans cet espace, les relations prennent une autre saveur, plus libre, plus choisie. Au final, s'éloigner quand il le faut n'est pas un renoncement à l'amour, mais un refus de l'amour incomplet. C'est affirmer sans bruit que l'on mérite un lien où la présence est désirée, où l'effort est partagé et où la relation ne demande pas de se trahir pour exister. Cette affirmation silencieuse change profondément la trajectoire relationnelle parce qu'elle aligne enfin l'attachement avec le respect de soi. Au fil de ce cheminement, une évidence s'impose doucement. L'amour véritable ne se construit jamais dans la contrainte, ni dans l'effort unilatéral. Il naît là où chacun choisit d'être présent, sans avoir à être convaincu, rappelé ou retenu. Comprendre cela transforme profondément la manière dont on vit la fin d'un lien. Et une relation qui s'achève n'est pas nécessairement un échec. Elle peut être simplement arriver au terme de ce qu'elle avait à offrir. Et reconnaître cette fin, sans drame ni accusation, est souvent une preuve de maturité émotionnelle. Il est tentant de vouloir donner un sens définitif à chaque rupture, d'y voir une faute, une injustice ou une perte irréparable. Pourtant, certaines séparations ne demandent pas d'explications complexes. Elles sont le résultat naturel d'un désalignement progressif, mais s'accrocher à ce qui se défait ne restaure pas le lien, cela prolonge seulement l'épuisement. Accepter que quelque chose se termine, c'est parfois la manière la plus honnête d'honorer ce qui a existé sans le déformer par la peur de lâcher. Ce qui demeure après l'éloignement, c'est pas le vide que l'on redoutait, mais une forme de clarté. Cette clarté permet de reconnaître ce qu'on ne veut plus tolérer, ce que l'on souhaite réellement partager et ce qui constitue désormais une limite non négociable. Elle ne ferme pas le cœur, elle l'oriente. Elle évite de retomber dans des schémas où l'on confond intensité et attachement, présence et dépendance. Avec cette clarté vient une autre transformation.
on cesse de chercher à être indispensable pour mériter l'amour, on comprend que le lien le plus solide est celui qui repose sur la liberté, non sur la peur de perdre. Cette compréhension apaise profondément. Elle libère de la nécessité de surveiller, d'anticiper, de contrôler. Elle permet de vivre les relations dans un espace plus léger, où chacun reste par choix et non par obligation implicite. Il devient alors évident que la dignité personnelle n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans les décisions silencieuses, dans les retraits respectueux, dans la capacité à dire non sans agressivité et à partir sans haine. Cette dignité protège l'essentiel. Elle empêche de rester dans des lieux relationnels où la présence est simplement tolérée mais jamais pleinement accueillie. S'éloigner quand il le faut, c'est aussi faire confiance à la vie. Confiance dans le fait que ce qui est juste trouve sa place sans être forcé. Confiance dans l'idée que les relations destinées à durer n'ont pas besoin d'être poursuivies parce qu'elles avancent naturellement dans la même direction. Cette confiance ne supprime pas la douleur du détachement, mais elle lui donne un sens. Elle transforme la séparation en passage plutôt qu'en rupture. Au terme de ce processus, on ne devient ni plus froid ni plus distant. On devient plus aligné. On aime avec plus de discernement, on s'engage avec plus de conscience et on se retire avec plus de paix lorsque l'équilibre n'est plus là. Et c'est peu être cela, au fond, l'art de s'éloigner. Non pas apprendre à partir, mais apprendre à rester fidèle à soi, même lorsque cela implique de lâcher ce que l'on aurait aimé garder. Avec le recul, on comprend que l'erreur la plus fréquente dans les relations n'est pas d'aimer trop, mais d'aimer sans se respecter. Beaucoup de personnes ne souffrent pas parce qu'elles ont donné, mais parce qu'elles ont donné en se niant. Elles ont confondu patience et effacement, compréhension et renoncement, espoir et aveuglement. Ce glissement est lent, presque imperceptible, et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. On ne se rend pas compte que l'on s'éloigne de soi avant de se sentir vidé. Ce que l'éloignement conscient permet, avant toute chose, c'est de rétablir une hiérarchie intérieure. Il remet l'estime personnelle à sa juste place, non pas au-dessus de l'autre, mais jamais en dessous. Quand cette hiérarchie est claire, les relations cessent d'être des épreuves permanentes. Elles deviennent des espaces de rencontre et non des lieux de négociation émotionnelle. On n'entre plus dans un lien pour être reconnu, mais pour partager ce que l'on est déjà. Beaucoup découvrent alors une vérité dérangeante mais libératrice. Certaines personnes ne nous quittent pas vraiment, elles cessent simplement de bénéficier de notre disponibilité inconditionnelle. Et ce qui disparaît à ce moment-là n'était pas un attachement profond, mais une habitude confortable. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est aussi profondément structurante, parce qu'elle évite de continuer à investir dans des liens qui n'existent que par l'effort d'un seul. S'éloigner, dans ce contexte, n'est pas un retrait amer. C'est une clarification, une manière de dire sans reproche et sans colère, que l'on choisit désormais des relations où l'on n'a pas à se diminuer pour rester, et ce choix n'exclut pas la vulnérabilité, il la rend plus saine. On accepte d'être touché, mais on refuse d'être constamment fragilisé. Et on accepte d'aimer, mais on refuse de mendier. Et avec cette posture, le regard porté sur les autres change naturellement. On devient moins fasciné par les promesses, plus attentif aux actes, moins sensible au discours, plus réceptif à la cohérence. On reconnaît plus vite ce qui apaise et ce qui épuise. Et surtout, on comprend que l'absence de quelqu'un n'est pas toujours une perte. Parfois, elle est un soulagement différé que l'on ne reconnaît qu'avec le temps. Il y a aussi un apaisement profond qui naît de cette manière d'être. On cesse de vivre dans l'anticipation constante, dans l'attente d'un message, d'un geste ou d'un signe. La vie relationnelle devient moins bruyante, moins instable. Ce silence intérieur n'est pas un vide, mais un espace de régulation émotionnelle.
C'est dans cet espace que l'on retrouve une forme de solidité indépendante des variations affectives extérieures. Finalement, l'art de s'éloigner ne consiste pas à apprendre à partir, mais à apprendre à rester fidèle à ce qui est juste pour soi. Il s'agit de reconnaître que l'amour qui demande de se trahir n'est pas un amour durable, que les liens qui valent la peine n'exigent ni poursuite ni sacrifice silencieux, mais une présence choisie, libre et réciproque. Lorsque cette compréhension s'installe, les relations cessent d'être une source d'angoisse et deviennent un lieu de respiration. Et c'est être là l'essentiel. Comprendre que se respecter n'éloigne pas l'amour, mais en redéfinit la qualité, que ce que l'on perd en cessant de courir n'était pas destiné à rester, et que ce que l'on gagne, en revanche, c'est une paix intérieure qui ne dépend plus de personne, une paix qui permet d'aimer sans se perdre et de se retirer sans se renier.